Moi, mon industrie, c'est ma vie, en fait. Ah ouais. C'est pas l'industrie de la mode. Donc, ce que je dois suivre, c'est mes besoins personnels. Absolument. Et qu'est-ce qui est important dans ma vie. Donc, oui, c'est bien d'avoir de l'argent sur son compte en banque, on est bien d'accord, de suivre sa passion, de gagner sa vie, etc. Mais si vous êtes fatigué, vous n'avez pas de vie à côté, je sais pas, hein, mais moi, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Comment développer une entreprise de mode et avancer même dans les moments difficiles? Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach. J'accompagne les femmes entrepreneurs à propulser leur business avec une vision claire et une stratégie alignée. Avec ce podcast, accompagné de ma partner in crime, Lynn. Hallo, ik ben Lien. Nous vous proposons chaque jeudi un nouvel épisode en français ou en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on partage, on échange et on s'inspire. Il n'y a pas de doute, dans le secteur de la mode, il faut désormais maîtriser le digital pour réussir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters impactantes, gérer des campagnes et générer des ventes en ligne. Avoir le bon partenaire est alors essentiel pour avancer sereinement. Spécialisé dans la mode et le lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans des marques dans leur performance en ligne. Les retours sur Anthony, David et leur équipe sont unanimes. Ce sont de véritables experts, à l'écoute des besoins de leurs clients et orientés résultats. Découvrez leurs cas pratiques et rapports sur leur site www.lending.partners. Je suis ravie de les avoir à nos côtés et les remercie pour leur soutien à We Love Belgian Brands. Belle écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode de We Love Belgian Brands. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers délicat et raffiné de la joaillerie avec une entrepreneure belge inspirante, Sarah Twijard, fondatrice de la marque Sarah Esther Jewelry. Élégance, qualité et confiance en soi sont des valeurs qui font sens pour moi et que l'on retrouve aussi très clairement dans l'univers de Sarah. Lors de mon premier entretien téléphonique avec Sarah, j'ai aimé sentir l'équilibre entre la créatrice et la business girl, celle qui aime entreprendre, qui aime vendre, fidéliser ses clientes et les satisfaire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de poser des questions qui font écho aux problèmes de beaucoup de marques aujourd'hui. Comment on crée une marque forte dans un secteur aussi concurrentiel et quelles sont les stratégies à activer pour attirer et fidéliser une communauté et puis comment on transforme une passion en succès entrepreneurial. Donc beaucoup de questions pour toi Sarah, bonjour. Bonjour. Ma première question c'est toujours la suivante, c'est de te demander de te présenter en quelques mots et de nous raconter, si tu t'en souviens, quel était le métier que tu rêvais faire quand tu étais enfant? All right. Donc voilà, je m'appelle Sarah Esther Twijard, j'ai 37 ans et demi. Designer, bijoutier. Quel est le métier que je voulais faire quand j'étais petite? Très bizarrement, comptable. Intéressant. Mais j'étais vraiment très jeune. Je crois que je comprenais pas très bien le métier que c'était. Mais ça faisait sérieux, ça te faisait rêver un peu? Oui, j'adorais en fait le côté bureau. Ah ouais. Si, le côté business quoi. Oui, je crois. Comptable. Je crois après le côté business, comptable, numéro, enfin chiffres. Mais je l'ai bien vu, j'ai commencé des études en commerce. Oui. C'est ça. Donc, j'ai pas tenu, d'ailleurs. 3 mois après, j'étais out. C'est ça, c'est ce que je dis dans mon intro, cet équilibre entre l'envie d'aller vers, justement, cette petite passion d'enfant, les chiffres, la comptabilité, et en même temps une âme créative. Oui, après, c'est vrai que ça a vrillé, mais... T'es né dedans aussi, oui. Je comprends qu'il y a une tradition familiale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la... Mais c'était pas obvious, hein. Donc okay. Moi, c'était jamais je ferais de la bijouterie. Ok, parce que mes parents sont déjà là-dedans et on va faire autre chose? Je trouvais ça super boring, ils passaient des heures sur leur établi, à pas bouger, je les voyais sur des micro-trucs, alors que moi, je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Enfin voilà, moi on fait un resto, 3 heures après, si on est toujours là, je pète un plomb, quoi. Ouais, il y avait un côté statique, c'est ça? Ah oui, et en fait, j'ai toujours vu ça... très prisonnier en fait. Mm-hmm. Sauf que maintenant je le vois comme un côté méditatif. Mm-hmm. Je peux moi-même passer des heures sur un atelier, sur un établi, c'est parfait. J'ai besoin de ça en fait. Donc il y a eu un reverse et donc pour moi c'était pas du tout un métier qui m'attrayait. J'ai donc commencé à rechercher ce qui pourrait me correspondre dans la vie professionnelle. J'ai commencé ces études de commerce, après 3 mois je suis partie. Et puis là, ma recherche a continué. Je voulais être chef gastronomique. Ah oui. T'as fait un détour dans l'immobilier aussi? J'ai fait un petit détour de 5 ans quand même. Ouais, c'est ça. Ouais.
Petit détour de 5 ans dans l'immobilier où j'ai eu beaucoup de fun d'ailleurs. Ouais. Donc j'ai bien roulé ma bosse dans l'immobilier, justement dans le commercial, le développement business. Et puis on est très face à soi-même. On est son propre patron directement. Donc à 19 ans, vous êtes dehors, il faut faire ses visites, ses prospects. Et si vous travaillez, il n'y a pas d'argent qui rentre, quoi. Ouais. Ce qui est toujours la même chose maintenant. En tant qu'entrepreneur. Exact. Mais c'est une forme d'entrepreneuriat aussi. Hein. Quand on est agent immobilier, bien sûr, on a une agence, un boss, etc. Mais finalement, c'est la même dynamique. On est à la source de son chiffre d'affaires. Exactement. Ah ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de ces leçons, de ces premières leçons de l'entrepreneur ? À rien lâcher. Hein. Ouais. Jamais rien lâcher. Et alors, comment une hyperactive comme toi, qui est passée de l'immobilier, où on imagine un métier en effet très terrain, qui bouge beaucoup avec des visites, ou comme tu disais toi-même, c'est toi qui es le moteur de ton chiffre d'affaires mensuel, à plus de créativité, à lancer ta marque, ce qui est aussi un projet audacieux et un projet entrepreneurial, bien entendu. Moi, j'ai renourri en fait cette flamme créatrice à travers un lien d'amour avec un cadeau que je voulais faire qui était plus pièce unique. Et donc, je me suis essayée aux bijoux. Mais en me disant, je fais ça, voilà. Et en fait, en une journée, j'ai eu un espèce de coup de cœur. C'était là toute ma vie devant moi. Et tu ne l'avais pas vu encore, quoi. J'en voulais pas, surtout. Ouais. C'est quand même... Comme un don, un cadeau. Oui, en plus, moi qui suis quelqu'un qui aime expérimenter, etc., j'avais fait un espèce de rejet, peut-être parce que ça venait de mes parents. Vous savez, en tant qu'enfant, on veut faire sa route, découvrir le monde. Voilà. Et puis faire autre chose, quoi. Pas... Exactement. Et du coup, j'ai eu un réel attachement, ce qui m'a permis de comprendre aussi que l'immobilier, je pouvais y retourner après, mais que je devais jouer d'autres cartes tant que j'étais jeune. Ouais. Et du coup, t'es tombée dans la marmite de la bijouterie, joaillerie. Comment tu définis aujourd'hui ta marque et c'est quoi les valeurs qui sont derrière ta marque à toi, Sarah Esther ? On tombe dans un univers de création, de bijoux, et puis d'entrepreneuriat, et puis de retail, et puis de communication, et puis de commercial. Et puis, en fait, on tombe dans tellement de choses aussi en voulant lancer une marque. Et il y a énormément de choses auxquelles on n'est pas formé. Ah ça c'est sûr. Donc il y a une tourmente constante de comment on va faire le lendemain pour apprendre aussi vite à faire ci, ça. Avoir sa marque, c'est avoir 15 casquettes. Comme tu dis, la création, la production, la compta, la finance, c'est vraiment... c'est huge. Ouais. Et ça t'a excité. Alors au début c'est très excitant. Et puis, si on a l'envie d'apprendre et qu'on aime apprendre, moi c'est mon cas, donc génial. Après, je pense qu'à un moment, on s'essouffle de ça aussi. Parce que le monde change extrêmement vite, ce qui est normal. Et ce qui, moi, m'a amené aussi dans la marque à trouver et à renforcer mes valeurs personnelles, qui vont intrinsèquement être les bases de mes valeurs dans la marque. Est-ce que tu peux nous parler de ça justement ? Tu vois, c'est quoi cet alignement entre qui tu es toi et ce que véhicule ta marque ? Moi, je vais sur maintenant favoriser en fait mon bien-être mental, physique, comprendre aussi mes limites dans ce qu'on me demande de l'extérieur et quand même aussi comprendre mes limites. Parfois, je veux faire des choses et je suis là, ouais, génial, etc. Et puis je fais, Sarah, tu vas t'essouffler de nouveau, c'est fatigant, tu peux pas gérer 36 dossiers en même temps, 36 projets, qu'est-ce que tu préfères faire ? Toutes les opportunités ne sont pas de bonnes opportunités. Mm-hmm. Personnellement, les grandes valeurs que je veux avoir dans la marque, c'est de faire quelque chose de qualitatif. Et qualitatif ne veut pas dire grand, rapide. Voilà, j'ai envie de prendre le temps de faire quelque chose de bien. Ok, donc il y a un éloge à la lenteur, à la qualité, au travail fait main, à l'artisanat. On a vu ton atelier où ça respire le travail, en effet. Donc c'est ça ce que tu veux dire, le prendre le temps de bien faire les choses ? Oui, et de toute manière, l'artisanat ne passe que par ça. Mm-hmm. C'est un métier qui s'apprend toute sa vie. Ouais. Les techniques de haut artisanat, de joaillerie, c'est vraiment pas... Alors maintenant, on le voit dans la com, etc., sur les réseaux sociaux, on pense que le bijou, c'est très facile. Il y a vraiment eu un énorme boom dans le bijou. Tu veux dire un boom du nombre de marques qui se sont... Oui. C'est devenu du prêt-à-porter. Vraiment.
Fine, mais on en oublie que c'est un métier avec vraiment... il faut beaucoup de technique, en fait. Moi, j'ai cette chance d'avoir l'héritage encore de ma mère, vu qu'on travaille ensemble. Et ce temps est nécessaire. Et quand on veut faire de la qualité, il faut du temps. Et en fait, être pressé par un calendrier de Fashion Week, moi, c'est pas possible. Je ne veux pas faire 3 collections par an. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que le bijou est intemporel, surtout quand on le fait à travers des codes d'héritage, de lignes sages aussi, qui se portent, qui ont vraiment... Donc c'est hyper intéressant parce qu'on entend que dans ton parcours de créatrice, il y a vraiment l'éloge de la lenteur, de la qualité, l'importance de l'artisanat, du savoir-faire et de la transmission que tu as avec ta maman. Donc tu apprends en fait encore tous les jours, c'est ça que tu veux dire. Et donc d'aller à l'encontre en fait d'une société qui va trop vite, avec des collections qui ne cessent d'être sorties. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? C'est de sortir peu, mais moins, d'être à l'écoute des demandes de tes clientes. Comment tu crées? C'est quoi ton processus créatif aujourd'hui? Oui, peu et mieux. De toute manière, mieux, je l'ai toujours fait, je crois. Mais toujours mieux, oui. Beaucoup moins de stock, mais ça, je l'avais déjà fait aussi avant. Parce qu'en fait, moi, j'ai su survivre seule à beaucoup de crises économiques, Covid, etc. Parce que j'étais très consciente de tout ça. On ne crée pas des collections de bijoux avec de l'or, des diamants, si vous ne faites pas attention. Hein. Si le business plan derrière, il est pas scellé, c'est compliqué. Et après, il y a un réel développement et une envie de la clientèle de participer au l'élan créatif de leurs bijoux. Et donc là, c'est là où je rentre en jeu, ma famille rentre en jeu, parce qu'on a toujours fait ça. Et on participe dans le sens où les gens viennent avec des envies, des idées, inspirés aussi par nos collections pour refaire un bijou, par exemple. Donc ça peut être on va faire du upcycling, on va co-créer avec le client, ou on va même réparer, mais avec un twist. Et c'est là où, en fait, toute la relation clientèle, moi, elle m'émeut parce qu'elle donne du sens tous les jours à mon travail. Quand vous êtes tout le temps derrière un écran sur votre e-shop, à travailler avec des gens qui veulent toujours plus vite leurs commandes, en plus, c'est infernal, ces e-shops. C'est à peine fait, et puis on reçoit 3 mails, c'est quand que ça va quand être livré? Mais vous venez de faire votre commande. Et moi, il y a vraiment une dynamique dans le monde qui me stresse, en fait. J'ai pas envie de ce stress, j'ai pas envie de l'emmener dans mon travail. Je suis quelqu'un qui est passionné par ce que je fais et j'ai envie d'accueillir des clients qui justement sont attirés par ma passion et qui respectent cette passion. Et donc qui vont vraiment voir et explorer avec moi les lignes de la bijouterie, me permettre aussi de faire mon travail de A à Z, les recherches de pierres, mes techniques, qu'est-ce qu'on va en faire, quelles sont mes inspirations pour eux. Chaque pièce unique que je fais sont inspirés de mes clients. C'est à eux que je pense. C'est pas à moi et ce que j'ai envie de délivrer. C'est à eux de savoir exactement... je veux que les gens brillent, leurs yeux brillent quand ils reçoivent leurs bijoux de chez Sarah Esther, quoi. Ouais, c'est vraiment de faire du sur-mesure, quoi. Ah, c'est du pur sur-mesure. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que t'es pas une créatrice qui arrive avec ton ADN, ton point de vue, ta collection, avec notamment les limitations de stock et les risques qui sont courants. C'est t'arrives avec évidemment ta patte et ta manière de faire et de voir les choses, mais à l'écoute du client, à l'écoute de ses demandes, de ses exigences. Et tu parlais de co-création, c'est vraiment ça. Ils arrivent et mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont des histoires? Ils ont eux-mêmes des... Alors, chaque bijou acheté, fait, co-créé, upcyclé, vient avec une histoire. C'est ça qui est merveilleux, en fait, dans le métier de la bijouterie, quel qu'il soit, hein, même si le bijou, il n'a pas beaucoup de valeur, même un bijou sur un marché à Saint-Tropez, il a une valeur émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous ramener un été, au souvenir d'un été, voilà. Évidemment, quand on vient en bijouterie, on parle de retwist, par exemple, une bague de fiançailles de sa grand-mère. Ouais, bien sûr. Là, je peux vous dire que le bijou, il est chargé d'une histoire et ça passe de génération en génération. Ouais. Il y a des diamants qui ont fait 3 générations quand même. Ouais, c'est formidable. Qui sont portés à chaque fois d'une histoire d'amour. Ça, c'est sublime. Et vous êtes le réceptacle. Oui, et on doit prendre soin, le gardien de cette pièce, honorer toute cette histoire dans un nouveau bijou. Franchement, parfois, c'est émouvant. Et puis, il y a une responsabilité, quoi. Vraiment. Ouais.
de respecter toute cette histoire, de toujours l'honorer, que ce soit toujours au level de l'excellence qu'ils ont, etc. quoi. C'est quoi les histoires les plus émouvantes que tu as pu vivre en plus de 10 ans de carrière? Il y en a une que je trouve vraiment chouette, il y en a deux. Il y en a une qui je trouve vraiment chouette et une autre très drôle. On veut les deux. Ok. Alors, il y en a une qui est très chouette, c'est que c'est un homme assez jeune qui est venu faire sa bague de fiançailles. Il connaissait la marque, il voulait quelque chose d'assez spécial. Il s'y reconnaissait pas dans le marché pour trouver quelque chose d'unique. Donc, on a travaillé sur un dossier de recherche, etc., moodboard. Je livre, il est super content. Très bien. Je crois 3 mois après, son frère arrive pour sa bague de fiançailles. Ok, très bien. Donc, on refait le même process. Il est super content. Il m'envoie des photos, etc. 1 an après, le 3e frère arrive. Et en gros, les 3 sont venus faire leur bague de fiançailles et ont encore envoyé 2 de leurs amis. Ah, génial. Ces gens sont de Strasbourg, sont même pas de Bruxelles. Ils viennent faire les allers-retours pour que je fasse leur bague de fiançailles. Incroyable. Je suis littéralement devenue le bijoutier de leur famille. Et ils sont tellement contents qu'ils font passer un bouche à oreille mais incroyable sur Strasbourg, quoi. Ah, c'est génial. Oui, voilà. Donc il y a des histoires comme ça. C'est génial. 3 belles-sœurs donc ont 3 bagues Sarah Esther, mais complètement différentes. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. C'est à chaque fois inspiré. Les pierres sont pas les mêmes. Enfin voilà. Oui, bien sûr. Donc c'est assez cool, quoi. Ouais, c'est génial. Et à chaque fois ils reviennent et je fais, je vous manque déjà. Il y a combien de frères? Non, c'est bon, ils sont 3. Bon là, c'est fini. Il y aura peut-être les fils un jour. Ouais, les cousins. Voilà. Génial. Il y a ça, et puis il y a aussi bague de fiançailles de nouveau d'un client, mais même un proche en fait. Et lui avait encore de l'or. Donc ce que je fais beaucoup, c'est qu'on va travailler aussi, il y a une idée, il n'y a pas toujours les pierres, etc., mais il y a du reste d'or à la maison. De l'or de famille, en fait. Voilà, qui ne sont plus mis, on a tous ça. Et ça peut être un mélange de vieilles chaînes cassées, des bagues où on a enlevé la pierre et il la reste, etc. Et donc il arrive, et puis j'ai aussi, et puis il me sort un échantillon, puis je ressors le truc, c'est des vieilles dents d'or. Ah ouais. De l'or, c'est de l'or, quoi. Alors c'est de l'or, donc j'étais là, let's go. Et donc tu fais refondre oui, l'or. On a été sur une petite base d'or. De dents d'or. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est une autre génération. C'est une autre génération, et puis il y a plein d'histoires comme ça. Mais c'est ça un peu la magie de la bijouterie. Et quand on travaille vraiment à l'intime, je ne pense pas que Place Vendôme, le client aille et puisse raconter toutes ces histoires de bijoux, etc. Parce qu'en fait, moi, comme je restaure, je récupère les pierres, on va refaçonner, on va redessiner, il y a à chaque fois tout un entretien. Il y a une certaine intimité qui s'installe avec le client. Vous racontez vos histoires d'amour, de famille, etc. Oui, c'est intime en fait. Ouais, c'est vraiment du sur-mesure. Et t'es vraiment une designer des familles, quoi. Oui, je suis très fière de le savoir. Et en fait, quand on revient, ou que j'ai été recommandée, mais moi, ça c'est... voilà, j'ai gagné. Ouais, c'est une vraie satisfaction personnelle, bien sûr. Yes. Et du coup, t'avances comme ça, t'avances au fil de l'eau, de manière organique, à l'écoute justement de tes clientes et de tes clients, ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie et une volonté d'avoir un certain chiffre d'affaires à dans 2 ans, à dans 5 ans, une volonté d'avoir une stratégie aussi peut-être sur les réseaux sociaux ou dans ton développement commercial? Comment tu combines justement cette carte de créatrice des familles avec la réalité d'un business à développer? La marque, par exemple, a toujours quand même des collections plus commerciales. Ouais. Donc avec une sortie, une campagne et qui est reproduite. Et ça, c'est des collections un peu permanentes? Ce sont des collections permanentes. La première collection que j'ai éditée donc en 2013 est toujours sur le site. Et fonctionne toujours. Ouais. Donc je suis quand même la preuve même... 3 collections par an, c'est pas nécessaire. Non, c'est ça. Quand on fait une bonne collection, quand on y a bien pensé, son produit est bon, il peut rester. Donc voilà, moi j'aurai toujours ces collections-là parce que c'est aussi pour moi ma bulle d'air, ma bulle créatrice. Et c'est important pour moi de continuer à travailler comme ça. Après, il y aura toujours les collections plus commerciales qu'on voit sur l'e-shop, par exemple, avec les campagnes, etc.
et qui, moi, me tiennent à cœur parce que c'est aussi mon développement plus créatif, personnel, ma bulle, enfin voilà. Et j'adore la DA. Et je pense que quand on connaît la marque, on voit aussi que j'aime bien développer une chouette DA. Ouais, absolument. Donc, les gens aiment bien ma DA aussi. J'ai vraiment un univers assez personnel. Ouais. Et donc ça, c'est tes collections à toi, tes collections permanentes. Et t'en sors donc des collections qui restent dans le temps, qui restent atemporelles. Tu disais que tes premières collections lancées il y a plus de 10 ans, elles étaient toujours accessibles sur son e-shop. C'est combien de collections par an? Est-ce que ça, c'est pensé, réfléchi stratégiquement, ou c'est plutôt en fonction de tes aspirations et de tes besoins ou de tes envies? Je dirais que c'est vraiment plus en fonction de mes envies et de mes aspirations. Je me laisse beaucoup d'air, beaucoup de liberté dans mon travail. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un métier qui est déjà très difficile. Et donc, moi, personnellement, je ne peux pas suivre la cadence d'une boîte comme en Fashion Week. Enfin, c'est pas possible. Je suis seule. Ouais, donc, je ne peux pas avoir ce genre d'aspiration. Et en fait... Moi, mon industrie, c'est ma vie, en fait. Ah ouais. C'est pas l'industrie de la mode. Donc, ce que je dois suivre, c'est mes besoins personnels. Absolument. Et qu'est-ce qui est important dans ma vie. Donc, oui, c'est bien d'avoir de l'argent sur son compte en banque, on est bien d'accord, de suivre sa passion, de gagner sa vie, etc. Mais si vous êtes fatigué, vous n'avez pas de vie à côté, je sais pas, hein, mais moi, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Non, mais ta santé mentale, elle est au cœur de ton projet professionnel. C'est ça que je trouve aussi hyper inspirant et chouette de le dire, parce que c'est un mot qui... clairement devient de plus en plus fréquent, mais qu'il n'était pas tant que ça avant. Et pourtant, je pense que la santé mentale de l'entrepreneur, c'est un élément clé. Donc, du coup, en effet, prendre soin de toi, prendre soin de ton rythme, c'est ça qui va être fondamental dans ton business, quoi. Mais complètement, surtout pour un créatif. On ne sait pas créer sur demande. Hein. Moi, je fais tout à la même, il n'y a même pas de sketch de base. Ouais. À part pour les clients. Donc moi, je crée vraiment de manière super instinctive. Donc c'est pas sous haut stress. Enfin voilà, il y a un matin, ça vient, et je suis là, ok, c'était dans ma tête, ça va sortir, quoi. Génial. Donc c'est hyper instinctif. Oui, j'ai besoin de pouvoir vivre cette passion à mon rythme et pas sur commande. Je l'ai fait d'ailleurs et ça se passait très bien, hein, c'est pas ça le problème, mais il faut se mettre dans une condition spéciale et faire ça non-stop, c'est pas possible, quoi. Ou alors on a des équipes, on a un CEO. C'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. Moi j'ai choisi mon chemin par rapport à ça parce que j'ai pas envie de développer une grosse équipe. J'ai pas envie de m'exporter. Non, j'entends que la liberté, c'est un élément clé pour toi. Mais... Je suis partie 2 ans à Bali, j'ai été vivre 2 ans et demi à Londres. Ouais. J'ai pu me permettre ça parce que la marque est toujours restée petite, en fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et moi si je fais un 360 degrés dans ma vie, je dois pas bouger un paquebot, quoi. Je suis un petit voilier, moi je suis un petit voilier. Et donc j'ai une certaine agilité sur le marché qui aussi en termes de stratégie est très facile à gérer. Ouais. Et alors, comment tu fais quand tu es à Bali pendant 2 ans et demi ou à Londres pour générer encore des clients et du chiffre d'affaires? Ce qui était génial pendant le Covid, c'est que finalement, tout ce qui est e-shop a explosé. Ouais, tout le digital a explosé. Donc moi, j'ai pu profiter de ça pour justement aller retravailler tout mon digital. Ok. Donc du coup, les gens faisaient des commandes en ligne et toi, tu pouvais créer et d'où tu étais, quoi. Ouais, exactement. Okay. Après, à l'époque, j'avais aussi une boîte de consultance dans l'industrie du bijou. Donc, on allait aider... j'avais une associée avec qui on aidait les jeunes designers et puis les boîtes plus affirmées pour développer leur marque de bijoux à l'intérieur d'une marque ou revoir leur stratégie, leur DA, peut-être revoir la production, comment mieux sourcer, des choses comme ça. Parce que justement... À l'époque, donc c'était vers 2019, beaucoup de boîtes justement commençaient à se poser la question de mais est-ce qu'on est sur le bon en production? Est-ce que nos valeurs sont bien placées? Parce que le consommateur commençait vraiment à vouloir consommer mieux. Ça a commencé avec le vêtement et puis très rapidement l'accessoire a été aussi rattrapé en disant oui, on nous pose des questions, d'où vient ça, d'où vient ci, comment c'est produit. Bien sûr. Voilà. D'où viennent les pierres, d'où vient l'or. Oui, et ça, c'était important. Moi, de nouveau, super chance, je fais tout produire en Belgique. En fait, moi, dès la Day One, j'ai toujours pris un parti qui était le label belge, circuit court, fait à la main. Alors, c'est long, des marques comme ça. C'est des diesels. Ouais. Mais c'est celles qui sont dans le juste et qui résistent, voilà, et c'est le petit voilier, comme tu disais, qui résiste à la tempête parce que t'es agile. Je ne sais pas combien de designers qui ont lancé des collections, c'était waouh, c'était
des super beaux packaging, grosses campagnes, etc. Et j'avais de l'envie aussi de venir ce genre de boîte, de designer. Et puis après 2 ans, ça tient pas. Et puis ce que tu as dit peut-être rapidement, mais c'est aussi la problématique de stock. Parce que quand tu lances des grosses campagnes, ce genre de choses, c'est du stock et le stock, ça peut vraiment te tuer. Alors que toi, tu as cette agilité-là d'être plus à la demande, à l'écoute de ton client et d'avoir des petites collections que tu crées de manière plus organique et intuitive. Ouais. Et puis avec un prix qui est juste par rapport à mon travail. Ouais. Ceci dit, on apprend quand on a un petit cash flow à faire beaucoup par soi-même. Et ce qui s'est passé en ayant pas beaucoup de cash flow, c'est qu'on développe énormément sa créativité. Bien sûr. D'où une marque trempée par mon essence. Donc... Ouais, tout est par toi, avec toi, grâce à toi. Ouais, donc la marque transpire de ton ADN de manière intrinsèque et complète, quoi. Exactement. Tu parlais de difficultés, tu disais c'est un job difficile. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans le métier passionnant d'entrepreneur dans le bijou? En fait, je pense que le métier de designer en général est vraiment sous-estimé. Je pense que les gens abusent même du designer et de sa créativité de manière générale, dans le sens où le designer, il chapeaute tout. Donc c'est lui qui est demandé pour qu'on prenne sa presse, c'est lui qui est demandé pour offrir des quêtes, c'est à lui qu'on demande de faire des shootings pour les produits, c'est à lui, enfin voilà, on est constamment demandé pour évidemment développer notre business, etc. Mais ça ne s'arrête jamais. Et finalement, le reward, c'est de vendre. Mais avant d'y arriver, il faut aussi beaucoup donner, quoi. Ouais. Donc, oui, c'est un métier éreintant parce que il y a beaucoup de demandes pour créer une marque. C'est jamais assez. Voilà, par exemple, des gens me demandent encore de placer mes produits dans des vitrines et je dois payer la vitrine. Non, c'est vous qui avez besoin de mon image. C'est pas à l'inverse, en fait. Et je refuse, je fais non. Moi, ça m'intéresse pas. Ça fait 12 ans que je travaille, je suis senior designer, quoi. Il y a un moment, il faut quand même donner du crédit aux gens et je ne suis plus un small designer. Quand bien même, j'ai entendu il y a pas longtemps une superbe designer, j'adore ce qu'elle fait. Elle est dans le design textile, rien à voir, mais c'est incroyable ce qu'elle fait. Ça fait que 1 an et demi qu'elle fait ça. Pour moi, elle pourrait dans toutes les boutiques design. Hein. Et donc on parle et puis je me dis mais non, mais moi je peux pas après 1 an déjà commencer à présenter mes produits. Pourquoi pas? Ben c'est top, la qualité est dingue, il faut juste encadrer ça avec un bon business plan, etc. Mais c'est magnifique et en fait, elle ne se trouvait pas assez légitime de pouvoir, après 1 an et demi, avoir le produit qui pourrait directement fonctionner et être vendu et reconnu. Parce qu'à chaque fois, voilà, le designer, il se voit trop petit. Il est sous-évalué, il se sous-estime. Tout le temps. Mais je pense que c'est par l'extérieur qu'il est sous-estimé. Notamment, moi, c'est un truc qu'on me demande encore aujourd'hui. C'est la question. Tu me l'as posée d'ailleurs au téléphone. Et sinon, tu gagnes ta vie? Évidemment. Non, mais c'est une question énorme. Vous allez chez le médecin, vous ne demandez pas s'il gagne sa vie. J'ai adoré. C'est pas possible, quoi. Ouais. Vous êtes devant une caissière. Ça va, vous gagnez votre vie? Ouais. Pour moi, c'est une question qui devrait même pas se poser et c'est malheureux, mais en fait, le designer, oui. Oui, c'est pas que de la passion, c'est un vrai métier. Oui. C'est ça, je pense que ce qui est sous-jacent dans cette question presque blessante, j'entends, hein, c'est le côté ça va, tu fais mumuse, ça se passe bien pour toi, tu rigoles bien, alors que c'est en fait un vrai métier avec avec des vraies problématiques, avec des vrais challenges, avec des vrais défis, et donc évidemment que face à ça, il y a un chiffre d'affaires à générer et un salaire à se rétribuer. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. C'est des petits bijoux, mais je vois que ça fonctionne toujours. Ça va, tu gagnes ta vie, parce que c'est pas évident. Ah, mais tu serais pas dans l'événementiel, toi? Tu fais un peu tout le temps la teuf, du coup. C'est vraiment des. Oui, alors c'est même pas blessant pour moi, c'est pas le problème. Mais j'imagine le jeune designer, mais. Donc il ne s'autorise pas à vouloir vivre de sa passion. Non. C'est vraiment... Et à mettre ses limites aussi et à dire non mais en fait moi si je travaille mon travail mérite salaire. Oui. Et avec un prix juste, parce que moi pour le coup j'accompagne beaucoup de créateurs qui ne s'autorisent pas de vendre avec une marge qui les honore. Merci. Bah oui. Moi j'en entends mais attends. Et il est où le prix? Oui, mais il faut commencer, donc je dois quand même savoir me placer, etc. Oui, mais si dès le départ tout le monde fait ça,
Mais c'est la porte ouverte à tous les abus aussi. C'est ça que j'expliquais par rapport au designer. Et quoi, tout le monde a gagné sa vie sur le dos du designer pour que ce designer soit reconnu. Bon. Et puis après, quand ton prix est bas et que du coup, tu es face à un certain succès, mais tu n'as pas assez de marge, de le remonter. C'est pas impossible, ça je le pense pas, mais je pense qu'il y a une vraie difficulté. Et quelque part, tu dois recréer une nouvelle marque avec une nouvelle ADN, une nouvelle direction artistique. Oui. Donc il y a un repositionnement qui est un vrai challenge supplémentaire. Donc c'est un peu, c'est un vrai challenge. On marche sur des œufs, moi je trouve constamment. Moi j'ai commencé à dire non à beaucoup de choses, à beaucoup mieux. Hein. Ouais, je pense que tu as raison. Ah, vraiment. Tu continues ce métier de consultante ? Ah, j'adore. Ouais. Ça, c'est un peu... justement, c'est pour ça que je slow down aussi ici, que je vais vraiment sur que de la pièce unique, une collection tous les ans, une petite collection capsule. Et à côté, j'ai le métier de consultance, mais aussi sur l'entrepreneuriat en général, créatif. Donc après, ça m'amène dans d'autres secteurs. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. C'est du mindset. Voilà. C'est quoi pour toi ? Mais justement, on peut terminer sur un peu des leçons comme ça qui sont intéressantes à partager. En tout cas, tes apprentissages à toi de 10 ans de carrière. C'est quoi pour toi tes leçons de l'apprentissage ? Ou qu'est-ce que tu aurais aimé savoir peut-être avant ? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune entrepreneur qui se lance, justement, qui se lancerait avec sa marque de bijoux ? Alors moi, je pense qu'il est vraiment important, c'est de comprendre où on va déjà avec sa vie et se blinder avec ses valeurs personnelles. On ne monte pas un business en copiant-collant, par exemple, d'un exemple qui est préexistant. S'il ne correspond pas à la vie qu'on veut mener à côté. Et l'erreur souvent de l'entrepreneur, de manière générale, c'est qu'il a une envie, un fantasme de développement qui parfois, souvent, n'est pas du tout réalisable par rapport à la vie qu'il veut entreprendre. Tout à fait d'accord avec toi. Personnelle. Donc quoi, dans les 5 ans, tu vas avoir un business avec un chiffre d'affaires de 2 millions, mais en fait, tu veux aussi faire 3 gosses. Donc, moi, je te le souhaite, hein, mais il y a un moment, il faut être réaliste. Ça, dans 2 ans, t'es en burn-out, quoi. Et en fait, il y a ce fantasme qui s'est vachement développé, je pense aussi avec les réseaux sociaux. On a fantasmé le grand designer qui se développe seul, en dehors des marques, etc. Mais sincèrement, l'envers du décor, si on a un peu d'expérience, n'est-ce pas, Astrid, on le sait, c'est pas fun. Bah non. Non. On a fantasmé face aussi à un leurre, tu sais, le digital nomade... Voilà. Donc je pense. Et je pense que les coachs comme toi ou moi, les consultants, sont là aussi pour ça, mettre des limites et dire attends, ok, moi j'ai fait cette erreur, je connais aussi, on va faire ça avec du temps. Je pense que le temps de bien poser ses limites, de savoir où on veut aller dans sa vie aussi, c'est ça. Une fois on dit qu'on est heureux dans sa vie personnelle, on sait qu'on est dans le professionnel. On ne peut pas donner toute sa vie dans le professionnel. C'est une erreur que moi j'ai faite. De te lancer pleinement dans le boulot. Mais moi, je suis workaholic, vraiment. Et je dois m'en défaire, mais c'est très compliqué. Je suis addict au travail. C'est pour ça que j'ai une boîte où je travaille seule de A à Z. À côté, je fais encore de la consultance. Tous les ans, je choisis encore un workshop à étudier online parce que j'estime que j'ai du temps. Je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Et donc, je me dis, je vais apprendre des choses, quoi. Je vais faire des choses de ce temps. Mais je dois faire attention. Ouais, je suis d'accord. Et puis, c'est pas parce qu'on a le temps qu'il faut forcément l'utiliser à la croissance, l'apprentissage, la formation, s'améliorer. Ça, c'est encore un peu toujours un leurre de vouloir toujours plus. Ouais, c'est intéressant comme partage. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu souhaiterais partager à quelqu'un qui se lancerait ? Donc, d'être à l'écoute de soi, d'être cohérent entre ce qu'il est et ce qu'il veut et ce qu'il fait, d'avoir une bonne honnêteté, je pense. Ouais. Et alors, je dirais s'entourer de personnes avec une compréhension dans ces démarches. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas la capacité de comprendre ce que tu es en train de faire. Donc, il faut des autres entrepreneurs autour de soi. Et il faut bien s'entourer quand on commence. Si vous commencez et que vous parlez, bien certes, avec ta meilleure amie, mais qui ne comprend rien de A à Z de l'entrepreneuriat, ça va être très difficile au fur et à mesure du temps. Bien s'entourer. Ouais. Il y a des superbes organismes comme le BAD, le WBDM. Il y a des gens, même comme moi, comme toi, je suis sûre. Enfin, moi, j'ai des jeunes qui viennent chez moi qui ont besoin de conseils. Je leur offre 1 heure. Je veux bien. Ouais. Ça me fait plaisir parce que on a besoin de conseils, mais je pense que bien s'entourer, c'est super important. Et arrêter Je peux pas parler de mes projets, ça doit rester secret, sinon on va me copier. Il faut arrêter avec ça. Cata. Mais c'est vraiment encore dans cet esprit-là. Et je pense qu'au plus on partage, au plus on collabore, au plus on va loin aussi. Absolument. Et c'est comme ça qu'on devient intelligent, donc dans son métier, quel qu'il soit, en fait. Ouais, moi j'adore cette idée de give first, tu vois, l'idée de générosité, de donner, et puis avec un peu cette idée, en tout cas qui est la mienne, qui a une sorte de loi de l'attraction, qui a une sorte d'abondance qui se crée.
tu donnes, tu proposes, t'offres, et puis les choses reviendront. Et à ce moment-là, quand ça revient, ça doit être juste pour soi. Et donc, du coup, avec un prix de qualité, avec un prix qui honore et qui célèbre ton travail, absolument. Donc là, c'est pas give first pour après te sous-payer, quoi. Pas non, mais ça, moi, je martèle sur la table pour ça. Je deviens vraiment très carré, et quand on parle de ça dans mes coachings, c'est un point très important que les coachés, ça doit être une de leurs premières bases dans leur vie aussi quand ils sont dans leur travail, quoi. Ils doivent être payés. Comment vous voulez faire à la fin du mois ? Vous allez retrouver à la rue pour votre passion parce que les gens ne vous crédibilisent pas. C'est hors de question. Et cette crédibilité, elle doit venir d'abord de soi à soi. Je pense que c'est vraiment une histoire d'autorisation intérieure, de légitimité qu'on se donne à soi pour qu'ensuite les autres aussi te donnent de la crédibilité. Complètement. Mais je pense que de nouveau, on en a parlé, c'est ce fantasme du designer qui crève la dalle, qui court dans tous les sens. L'artiste maudit. Qui ne dort pas pour créer sa collection, Fashion Week, tatita. Moi, je trouve pas ça sexy du tout. Absolument pas. Ça m'intéresse pas. Je pense qu'il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça, tant mieux pour eux, ils sont heureux. Je pense que la plupart des gens, c'est compliqué, quoi. Bien sûr. On voit le nombre de burn-out, C'est catastrophique. Bien sûr. Non. Hyper intéressant. Merci pour tous ces partages. Ici, on parle de mode belge. Dans quelle mesure c'est important pour toi, ou pas d'ailleurs, d'être belge ? C'est quoi pour toi l'identité belge ? Est-ce qu'il y a des éléments ? Est-ce que ta marque, elle est belge ? J'adore la Belgique. Non, moi, je suis une vraie Belge. Il faut savoir vraiment. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être une vraie Belge ? Mais je pense que le Belge, il a vraiment une mentalité à part entière. C'est... on est chaleureux, on donne beaucoup, en fait. On est super rond. Il y a ce côté très rond, très intelligent aussi, avec beaucoup de résilience. C'est pour ça qu'on s'exporte très bien aussi, je pense. On est très dans le partage. Après, on a la Commission européenne, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens du monde entier qui viennent. Donc, c'est peut-être ça. Et puis, on a une culture, on va se le dire, on est un petit pays, donc il y a une culture qui est chaleureuse, quoi. Ouais. Et Sarah Esther, c'est une marque belge, ça veut dire quoi pour toi ? Sarah Esther, c'est mes 2 prénoms. Donc moi, mon père est moitié marocain, ma mère est belge du canton de l'Est. On parle allemand, donc c'est un sacré mélange. Et Sarah Esther, c'est juste mes 2 prénoms. Mais la marque, oui, elle est belge. Elle a été faite ici. C'est une marque à label belge, c'est-à-dire je ne crée et produis que en Belgique. Tous mes fournisseurs sont belges. Je ne source que en Belgique et ça ne m'intéresse pas de le faire ailleurs. Je veux voir mes fournisseurs en personne. D'ailleurs, c'est des gens avec qui je travaille depuis maintenant des années. Et c'est important pour moi parce que je sais avec qui parler, je sais avec qui j'ai confiance. Et c'est agréable en fait quand je travaille avec des gens que je connais, que j'apprécie. Absolument. Donc voilà. Ce qui m'attriste un petit peu maintenant sur le marché, c'est que beaucoup d'artisans arrêtent à cause de la crise, de l'inflation, l'or explose. Enfin voilà, il y a beaucoup de facteurs. Donc moi, je commence légèrement à m'inquiéter sur le futur de l'artisanat belge. Par exemple, nous, on fait pas de 3D, on travaille pas comme ça. Les grandes maisons ont leurs ateliers internes, etc. Mais même si on a l'atelier, il faut la personne qui vient aussi après travailler à l'établi. Donc voilà, je pense qu'il y a des solutions qui vont devoir s'opérer. Mais voilà. La Belgique qualité, quoi. Belgique qualité. Ah ouais, Belgique qualité, à tellement de points. De quoi t'es la plus fière en 11 ans d'entrepreneuriat ? Je crois d'être toujours là, en fait. Ouais. Parfois, je me dis, mais est-ce que je forcerais ? Je vois des gens arrêter, je suis très fière d'eux, très waouh, ils arrivent à arrêter. Parfois, moi, j'ai peur que ce soit de l'ego mal placé de ne pas arrêter. Comme si je voulais peut-être pas... Lâcher. Ouais, parce que j'ai d'autres opportunités. Je pourrais juste me lancer dans la consultance, travailler pour des boîtes où je serais grassement payée, enfin voilà. Mais finalement... C'est ta liberté, là, de rester... Écoute, ce matin, Astrid, j'y pensais, j'étais là, et en même temps, ce métier, c'est vraiment, je peux faire ce que je veux, je fais ce que je veux. C'était ta propre patronne, ça a du sens, ça. Mais je fais ce que je veux dans ma DA, je fais ce que je veux dans ma journée. Si moi, mentalement, j'ai besoin d'un petit off, je peux me le permettre. Mais oui. Je pense que beaucoup de créatifs sont très sensibles, en fait, et ne s'accordent pas ce temps-là non plus. Évidemment. Et c'est comme ça qu'on crée des belles collections aussi. Ouais, en étant à l'écoute de qui on est, de sa sensibilité, de son hyperactivité dont tu nous parlais en début d'épisode, et de l'importance de la santé mentale. Yes. Super. Un grand merci pour tous ces partages. Merci Astrid. Dernière question, un peu signature du podcast, qui, justement, dans ce secteur aussi dynamique et inspirant de la mode belge, tu souhaiterais
écouter à ce micro? Moi, Cédric Charrier, c'est un designer que je trouve assez incroyable dans sa carrière, qui est évidemment belge. Absolument, que je trouve très talentueux et qui aussi a une très belle carrière. Ouais. Donc voilà. Très bien, qui a eu et sa marque et qui a travaillé pour d'autres marques. Je me souviens de Cacharel à l'époque. Oui. Puis là, il est revenu du Japon, donc je pense que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un comme un vrai senior. Génial. La mode belge. Ouais, avec une expérience et de belge et à l'international. Il a fait du vrai fashion quand même. Ouais. On est quand même sur quelqu'un qui a fait ses défilés à Paris, etc. Arriver à ça avec son nom, c'est quand même... faut le faire. Ok, c'est une très très bonne idée. Un grand merci Sarah pour tous ces partages. C'est hyper gentil à toi. Est-ce que tu veux profiter de ce micro pour préciser ou ajouter quelque chose? Je dirais merci à tous mes clients fidèles qui sont toujours là après autant d'années, qui reviennent à chaque fois pour leurs nouveaux projets et puis qui me recommandent, qui fêtent avec moi aussi à chaque fois mes nouvelles collections. Je dirais aussi merci à tous les gens qui veulent travailler avec moi. Ouais. Par exemple, samedi soir, j'ai été boire un verre, nana que je n'avais pas du tout, elle fait « Ah, mais Sarah Esther, les bijoux, je suis ta marque depuis je ne sais pas combien de temps, c'est trop beau. » Ça fait super plaisir, quoi. C'est ça. Oui. Ouais, mais j'entends bien la satisfaction client, quoi. Ouais, faire plaisir à son client, qu'il revienne, qu'il te recommande, qu'il maintienne dans le temps une relation avec toi, qu'il continue à célébrer avec toi tes collections. Exactement. Ouais. C'est ça la cerise sur le gâteau pour moi d'un créateur. Enfin, moi j'ai ce lien-là avec ma clientèle. Ouais, la satisfaction client au cœur du projet, quoi. Toujours. Je suis là pour servir un client qui a une envie. Ici on travaille dans le beau, avec de l'histoire, et moi finalement je suis le médiateur de tout ça, donc I'm your servant. J'adore, I'm your servant. On va terminer sur ces derniers mots. Merci Sarah. Merci Astrid. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast, et aussi sur LinkedIn, sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.